Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Didier Turbat, je suis né à Moissy-Cramayel et ma mère, elle, est née à Villaroche, sur la commune de Réau, avant de venir habiter Moissy-Cramayel en 1935 environ. Voilà. Mon nom, c'est Madame Lelarge-Yvonne. J'ai 94 ans et demi. Je suis résident à la Girondière et je suis là depuis le mois d'avril. J'étais vosgienne de nature, mais je suis revenue auprès de mes enfants. Voilà. Bon, ben voilà, je suis Madame Rasselet, fille Spriette. Je suis née à Moissy. Aujourd'hui, j'ai 93 ans. J'ai connu la guerre, j'ai connu l'exode, j'ai connu toutes les misères qu'on a eues pendant la guerre. Eh bien, je m'appelle Lynn Magne. Je vais témoigner ou essayer de témoigner aujourd'hui en pensant à ce que me disait mon mari, Jean-Jacques Fournier, natif de Moissy-Cramayel, ce qu'il me disait de cette période de l'occupation allemande à Moissy-Cramayel. En fait, il n'était pas très bavard. Et j'ai un peu tenté d'en savoir plus en interrogeant aussi ses frères et sœurs. C'était une grande fratrie de 8 enfants qui sont nés dans les années entre 1930-32 jusqu'en 1944, une grande fratrie. Donc j'ai essayé d'en savoir plus, mais je n'ai pas appris grand-chose. Donc c'est assez frustrant parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, j'habite dans la maison familiale de la famille Fournier, et plus particulièrement dans la maison qui a été occupée par les grands-parents Fournier. Voilà. Et j'ai en tête cette grand-mère, une femme à la forte personnalité qui s'appelait Alice Fournier et qui a vécu toute sa vie dans la maison dans laquelle je demeure actuellement, qui s'appelle Les Érables, située avenue Jean-Jacques Fournier. Quand la guerre a éclaté en 1940, j'avais 10 ans. Donc on a vu arriver les Allemands qui étaient ils étaient assez gentils parce que ça commençait seulement et ils essayaient de nous faire beaucoup de choses pour pas qu'on soit effrayés. Mais c'était des Allemands, déjà des anciens qui avaient dû connaître la guerre de 14. Donc, si vous voulez, c'était des gens qui n'étaient pas très terribles à voir. En 1940, les Allemands approchent de la capitale et partout en France, c'est ce qu'on va appeler l'exode. Et à Moissy-Cramayel, bon nombre d'habitants quittent la commune en portant à la va-vite quelques effets, qui sur une poussette, qui dans un tombereau attelé par un cheval, qui dans une voiture, d'autres à bicyclette. Bref, ma grand-mère, ma mère et sa sœur partent donc sur les routes en direction du Morvan, qui est le point d'attache de la famille de mes grands-parents maternels. C'était des Morvandiaux qui étaient venus travailler comme ouvriers agricoles dans les fermes autour de Moissy-Cramayel. Donc ils partent sur ces routes encombrées, c'est un peu le désordre, le mitraillage de ces populations qui errent sur les routes de France. Et finalement, les troupes allemandes vont les rattraper avant qu'ils n'arrivent dans le Morvan. Et ils vont les expédier sur des wagons à bestiaux, à ciel ouvert, et ils finissent par atterrir à Coulommiers. Là, on leur dit d'attendre que d'autres trains viendront pour les emmener sur Melun. Ma grand-mère, très pragmatique et qui a l'habitude de marcher, dit à ma mère, on n'attend pas, on prend la route, il y a 40 km, ça ne leur fait pas peur, ils vont les faire à pied. Et donc ils vont rentrer à pied à Moissy-Cramayel avec le
le landau sur lequel quelques effets étaient entassés, comme ils étaient venus. Donc. Voilà. À leur retour, mon grand-père, qui devait venir les rejoindre, est lui parti avec un tombereau et un cheval que les agriculteurs pour qui il travaillait lui avaient prêté, et ils ne savent pas où il est. Et l'appartement qu'ils occupaient a été pillé. Pas par les troupes allemandes. Hein. Maman, elle avait emmené tout ce qu'il fallait pour manger sur un chariot de la ferme avec les chevaux. On est parti avec les chevaux comme ça, c'était comme ça dans le temps. Elle avait emmené des matelas, elle avait emmené des couvertures, de quoi manger. Et puis on couchait sur la route, sur le bord de la route. Et on s'est fait bombarder sur le bord de la route. Et puis on a fait demi-tour. Mais on n'a rien eu de... Il y en a d'autres de Moissy aussi qui sont partis à l'Exode. Et quand on est rentré, le peu qu'on avait laissé, ça avait été cambriolé. Ma mère était ardennaise. Et les Ardennes, c'est une région française qui a subi à 3 reprises l'occupation allemande. La guerre de 1870, celle évidemment de 14-18 et la dernière, 39-45. Et alors là, il y a énormément de témoignages parce que c'est une région, les Ardennes, dévastée par l'occupation allemande, et je le répète à 3 reprises. Et là, on a un témoignage très précis de ma mère sur l'Exode. Donc, les Ardennais fuient une première fois, pas trop loin, parce qu'évidemment, c'est toujours un arrachement, ils sont en Touraine, quelque part par là, ils repartent chez eux, parce que, voilà, les Français se disent que finalement, les Allemands ne vont pas occuper tant que ça la France. Et puis, si les Allemands s'installent durablement, et là, les Ardennais fuient de manière éperdue, en abandonnant toutes leurs affaires, en toute hâte, car les Allemands arrivent et détruisent, et pillent, et violent, et tuent. Donc, ils s'enfuient. Et là, c'est un exode dramatique. Ma mère a 18 ans, voilà, elle perd tout, elle part avec ses parents sur la route, ils partent à pied. Ma grand-mère est souffrante, n'arrive plus à marcher. Mon grand-père, qui a un petit peu d'argent, il était boucher dans les Ardennes, achète une voiture, arrive à transporter sa famille, voilà, difficilement. Sur les routes françaises, les avions italiens, curieusement, qui étaient alliés des Allemands, mitraillent, tuent les gens qui sont sur les routes. C'est très documenté d'ailleurs tout ça, hein. Des films évidemment reproduisent cette période. C'est vraiment un exode dramatique. Mon grand-père qui est boucher en vient à égorger des vaches sur la route pour nourrir les convois de réfugiés français. C'est la débrouille. Voilà, mes grands-parents perdent tout. Voilà, et ma mère, cette jeune femme, les accompagne, elle est fille unique. Ils arrivent à se réfugier en Dordogne. Et là, dans la petite ville de Bergerac. On a connu les Allemands qui sont venus dans la cour de mes parents. Ils ont mis leur cantine. Ils étaient gentils. Nous, on avait peur, mais ils étaient gentils. On allait leur chercher à manger. Où j'allais aussi chercher de la soupe parce que j'avais une voisine qui travaillait à la Villa Saint-Michel et puis on avait le droit d'y aller à cause d'elle. C'est comme ça que la dame qui habitait à côté de chez ma mère, elle travaillait à la Villa Saint-Michel et c'est pour ça que moi j'avais le droit d'aller chercher la soupe avec ma laitière à l'époque parce que elle avait un copain allemand. Hein. Mais c'était la guerre. Hein. Ah c'était la maison des sœurs. C'était des sœurs qui étaient là. Ils ont cherché les sœurs et ils ont envahi la Villa Saint-Michel. Hein. Il y avait partout. Vous connaissez la Villa Saint-Michel? Elle est grande. Hein. Ils avaient tout envahi. Ils vivaient à la Villa Saint-Michel. Du côté du grand-père Fournier, donc le mari d'Alice, quelques témoignages très ténus sur les soldats allemands qui sont là, eux aussi, discrets, qui essayent de nouer des liens. Ce sont des ouvriers, des paysans, qui essayent de nouer des liens peut-être avec la population française, avec la population de Moissy,
Mais là encore, c'est extrêmement discret, ténu, peu de choses. En tout cas, pas d'animosité, pas de violence, mais beaucoup, voilà, beaucoup de réserve et à la fois sans doute une crainte, une inimitié absolument certaine. Alors les parents de mon mari, eux, ils étaient plus jeunes forcément, ils devaient avoir une quarantaine d'années, ils avaient déjà beaucoup d'enfants, puisque le père de mon mari n'a pas été appelé sous les drapeaux. Ils se sont enfuis, ils se sont réfugiés en Bourgogne, dans une famille avec laquelle ils ont noué des liens très profonds qui ont perduré après la guerre. Donc voilà, donc il restait vraiment les anciens qui ne voulaient certainement pas voilà, laisser leur maison à l'abandon, leur patrimoine à l'abandon, et qui ont dû cohabiter avec, en effet, l'occupant allemand. Ils habitaient donc avenue Pasteur, un appartement qui était situé au premier étage d'une maison qui était desservie par un corridor qui donnait sur la rue, hein, et auquel on accédait par lequel on accédait ensuite par un escalier à cet appartement. Et il y avait un des officiers allemands de la troupe qui occupait alors la Villa Saint-Michel qui était logé là. Un certain commandant Prusse ou Pruff, je ne sais pas très bien comment ça s'écrivait ni comment ça se prononçait. Mais bref, cet homme-là habitait juste à l'appartement contigu à celui de mes grands-parents. Et il avait donc l'habitude de les croiser et de croiser ma mère. Un soir, ma mère rentrait tard, là aussi, de son travail, et elle pousse la porte vers l'intérieur pour rentrer, puis lui, il se trouvait de l'autre côté. Et je ne sais pas ce qu'il a cru qu'il se passait, en tout cas, il a sorti son revolver, et il s'est retrouvé face à ma mère, armé, prêt à faire feu. C'était aux environs de fin 1943, début 1944. Il y avait déjà les Allemands n'étaient pas très sûrs d'eux. Il y avait quelques attentats qui avaient eu lieu dans Paris, etc. Bref, il s'est écrié « Mademoiselle, que vous m'avez fait peur, j'ai failli vous tuer ». Le lendemain, il avait posé des sentinelles pour éviter que ça ne se reproduise devant cette porte. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste dans les souvenirs de la fratrie, et plus particulièrement dans ceux de mon mari? Eh bien, c'est que cette fameuse maison, donc cette belle maison familiale, a dû héberger, voilà, a été contrainte d'héberger un officier allemand. Et c'est à peu près tout. Alors, dans cette maison, une belle maison bourgeoise, assez imposante, mais finalement aménagée à l'intérieur de façon pas si commode que ça. Les chambres voilà, sont vraiment presque mitoyennes. Enfin, il y a des portes entre les chambres, etc. Donc cet officier allemand, dont la cohabitation est imposée à cette fameuse Alice Fournier, je crois que son mari à ce moment-là était encore vivant, cette cohabitation, elle n'a pas l'air de très bien se passer. En tout cas, c'est ce que j'en retiens des témoignages familiaux, et elle est subie finalement, elle est évidemment subie. Et après, ça, en 41-42, là, ça commençait déjà à changer. Ils étaient plus difficiles, il fallait faire attention à tout, bien fermer les fenêtres, bien éteindre les lumières, ne pas marcher dans la rue après 22 heures. Et puis après, ils ont commencé à nous menacer en disant qu'il fallait que nous portions toujours nos masques à gaz, parce qu'on avait des masques à gaz. Au cas où il y aurait quelque chose. Donc on partait à l'école avec notre masque à gaz. Et c'est là qu'on a commencé à voir qu'ils commencent à prendre la nourriture, à prendre tout ce qui dans les jardins, ils nous prenaient tout. Donc il n'y avait plus rien à manger. On avait faim quand même. On avait faim parce qu'on ne mangeait pas grand-chose. Mais la Croix-Rouge nous avait donné le droit de manger un biscuit qu'ils nous distribuaient dans la journée. Donc à 11 ans, 11-12 ans, vous savez, on commence à avoir faim, mais il y avait des tickets d'alimentation.
mais on avait droit à 50 grammes par personne. Donc, quand on avait droit à 50 grammes de pain, il fallait le laisser aux plus grands, parce que les plus grands, ils travaillaient dans la culture ou ils travaillaient à l'usine. Il fallait leur laisser le pain que nous, on aurait dû manger. Donc, on ne mangeait pas de pain. Si, on a eu faim parce que, bon, comme après la guerre, il n'y avait pas à manger. On allait faire la queue avec les tickets. On avait des tickets pour aller chercher à manger. Et on faisait la queue pour avoir à manger. À la porte de l'épicerie, à la porte de la boulangerie. Et on avait le droit à tant de pain. Elle nous pesait le pain, un gros morceau de pain. Et elle mettait un petit morceau de pain dessus pour faire le poids complet. Et puis on y retournait 2-3 jours après. On avait que des tickets de pain pour manger. Et pour aller à l'épicerie, c'était pareil, des tickets d'épicerie. Il y avait à Ivry-les-Châteaux un parachute. Il y avait une bombe qui était tombée. Et moi, je me rappelle, étant gamine, on avait été chercher des filets de parachute pour se faire des pullovers. Vous savez, on avait pris les cordes des parachutes, on les avait dénouées parce ça faisait une natte, et on se faisait des pullovers avec, parce qu'on n'avait que ça pour s'habiller, on n'avait rien pour s'habiller. Hein. Ma mère, elle m'habillait avec des habits d'occasion. C'était une femme qui venait, on n'avait pas beaucoup d'argent, hein, et on savait que c'était comme ça. Et la femme, elle venait avec des habits d'occasion, et ma mère, elle achetait des habits d'occasion. Eh oui. Ainsi, on se rendait compte que c'était partout pareil, hein, bien sûr. Et puis, on n'avait plus de vêtements pour s'habiller, parce qu'on nous supprimait tout. On avait tout enlevé, les marchands de tissus, tout ça, ça n'existait plus. Il n'y avait plus de chaussures, il n'y avait plus d'habits, il n'y avait plus rien. On n'avait que pour se changer une fois, c'est tout. Un avion au-dessus de Moissy-Cramayel. Cet avion revenait d'un bombardement au-dessus de l'Allemagne. Il était en difficulté, il avait dû être touché par la flaque allemande, et il a fini par s'écraser dans le centre de Moissy-Cramayel, sur une maison, la maison Chanterelle, pas loin de la pharmacie. Et là, il y avait une vieille dame qui habitait cette maison, qui avait été assez grièvement brûlée, qui a été transportée elle aussi à la pharmacie pour y recevoir les premiers soins. Et cette dame, me racontait ma mère, pleurait et criait non pas de douleur, mais parce qu'elle disait « ma lessiveuse, ma lessiveuse ». Elle avait planqué ses économies dans la lessiveuse, et la lessiveuse était en train de brûler. Les deux pilotes de l'avion, eux, étaient morts, mais la brave dame avec sa lessiveuse s'en est sortie. C'était en 1944, ça, et après la libération, hein, et les Américains qui occupaient l'aérodrome de Villaroche étaient venus la chercher pour la soigner, quoi. Voilà, ces deux histoires un petit peu à la fois dramatiques et à la fois un petit peu drôles pour ce qui concerne cette histoire de lessiveuse. J'ai dit qu'elle travaillait donc pour la pharmacie Belay, et à ce titre-là, elle rentrait souvent tard le soir. Et à cette période-là, eh bien, il y avait le couvre-feu dans Moissy-Cramayel, et seuls les gens qui possédaient un Ausweis pouvaient justifier de leurs allées et venues tardives dans les rues de Moissy-Cramayel et ne pas être inquiétés par les troupes allemandes. Donc, à chaque fois que ma mère croisait la patrouille de soldats allemands, on lui réclamait son Ausweis, et il l'appelait Mademoiselle Apothicaire. Elle n'avait rien d'un pharmacien, mais enfin bon, c'était une jeune fille qui portait des nattes longues. Et anecdote, mon grand-père avait tenu à ce qu'elle garde ses nattes, mais à 19 ans, elle n'était pas majeure. On était majeur à 21 ans à cette époque-ci. Quand elle a eu 21 ans, ma mère a filé chez le coiffeur, elle s'est fait couper ses nattes, et elle est revenue avec les cheveux courts. Mon grand-père s'en est un peu étonné, mais il a dit « Je suis majeur, je fais ce que je veux de mes cheveux ». Ce qui prouvait qu'elle avait une certaine détermination. Il fallait aller à l'école, mais
il y avait les alarmes commençaient, les avions commençaient à passer, donc on finissait bien souvent dans les caves. On était à l'école, mais il fallait descendre dans les caves 3-4 fois des fois dans la journée à cause des bombardements. Et là, c'était quand même terrible parce que on pouvait pas apprendre comme normalement. On allait à l'école, hein, il y avait l'école des filles, il y avait l'école des garçons, et notre institutrice, elle nous faisait l'école, et puis pendant qu'on était dans la classe, ben les gars, ils sortaient pour s'aérer dehors, ceux qui faisaient de la résistance. Et quand on allait en cours, on allait à la récréation, ils étaient assis dehors. Après, ils rentraient quand on avait le droit à la récréation. C'est comme ça qu'on a appris qu'elle faisait de la résistance et qu'elle cachait malheureusement, elle cachait des gars et puis elle s'est fait dénoncer. Autre anecdote, toujours avec cette patrouille allemande qu'elle croisait de temps en temps, c'était jamais les mêmes. Un beau jour, il l'aborde et il lui dit « Mademoiselle, vous travaillez chez le pharmacien, on voudrait des capotes. On vous échange les capotes contre du café. » Du café, c'était introuvable. Hein. Donc, le lendemain, elle s'en ouvre au pharmacien, elle dit voilà ce que les soldats allemands m'ont proposé, des capotes anglaises contre du café. Oh, bah, il dit pourquoi pas. Ma mère a dit attention, hein, c'est moitié-moitié. Donc ça a marché comme ça. Et ils ont eu comme ça 2-3 paquets de café en échange de capotes anglaises. C'était pas bien méchant comme échange, mais c'était assez rigolo. Les parents de ma mère ont dû se remettre à travailler alors qu'ils étaient retraités de la boucherie. Ils ont dû retravailler comme employés dans une boucherie dans les Ardennes, en Dordogne, pardon. Non, on vivait normalement, on allait à l'école. Mon père, il travaillait à la ferme d'Arvigny. Maman ne travaillait pas, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Hein. Maman était à la maison et puis mon père, il faisait du jardin. On avait le droit à faire du jardin. Il louait une part de jardin, il faisait tous ses légumes. On vivait normalement, mais petitement. Non, elle ne travaillait pas parce qu'on était 8 enfants, donc elle ne travaillait pas. Mais elle faisait quand même, elle faisait du jardin, mais les bêtes, il ne fallait pas trop en faire, parce que si on en faisait trop, ils venaient nous les chercher, donc on ne faisait pas. Non, maman ne travaillait pas, non. Et là, la situation de mon futur père est extrêmement précaire. Il refuse de partir au STO. Il se met donc en illégalité, il est traqué, recherché. Et là, c'est une anecdote qui rejoint l'actualité d'aujourd'hui. Le seul refuge qu'il trouve, c'est d'être accueilli par le gardien de la poudrerie de Bergerac. Il y avait et il y a toujours à Bergerac une fabrique de poudre à canon. Et Bergerac est occupé, évidemment. Mon père arrive à se cacher donc chez le gardien de cette poudrerie qui lui dit, parce qu'il prend des risques aussi cet homme, en accueillant mon père qui est donc traqué, il lui dit écoute, je veux bien te prendre avec moi, mais je te préviens, si les Allemands nous découvrent, je fais tout sauter. Justement, j'avais un frère qui avait 17 ans, et il devait partir en Allemagne, puisqu'ils obligeaient de partir en Allemagne. Et mon père, qui avait fait la guerre de 1914, il a dit, moi je ne veux pas que mon fils parte en Allemagne, parce qu'il y avait dans les usines, il y avait énormément d'usines chez moi. Il y avait la bière, il y avait le tissu, il y avait les ferrailles, la sidérurgie, il y avait beaucoup de choses. Donc il y avait beaucoup de travail. Mais ils prenaient tous ces jeunes gens-là pour travailler en Allemagne. Et quand mon père a su qu'il devait partir en Allemagne, avec 3 autres jeunes hommes, ils ont voulu prendre le maquis. Donc il y a un maquisard qui est venu chercher les 3 jeunes gens, là, dont mon frère, pour se cacher dans les bois. Et je ne sais pas qui c'est, vous savez, il y a toujours des collaborateurs. Ils ont été à la commandature, parce qu'il y avait la commandature sur la place. Ils ont été à la commandature dire qu'ils partaient se cacher.
Et les Allemands les attendaient à l'entrée du bois. Ils ont embarqué les 4 jeunes gens là. Mais mon père, qui était derrière avec son vélo, avec les couvertures, il a vu que les 4 garçons étaient pris. Il est rentré chez nous. Et comme mon père il était charpentier-couvreur, mais artisan, il était obligé d'aller travailler à l'usine où c'est qu'il y avait les bancs d'essai pour les Allemands. Mais il était obligé de travailler. On était 8 enfants, il fallait qu'il travaille. Donc il est allé travailler. Il connaissait la filature. Il a suivi les Allemands et il a vu qu'ils mettaient les 4 garçons à la cave où c'est qu'il y avait les bureaux des SS. Il a fait semblant d'aller travailler. Il a été arraché. Il a descendu dans la cave. Il a fait, avec un arrache-clou, il a fait sauter la porte et il a fait sortir les 4 jeunes gens. Et les jeunes gens ont été sauvés, mais seulement mon père, il a été obligé de partir parce qu'ils ont supposé que c'était papa qui avait fait ça. Donc mon père s'est caché, a été obligé de se cacher dans les bois pour se sauver. Et puis nous, on a été obligés de se sauver aussi parce que si les Allemands arrivaient, on aurait été tous fusillés. Donc on a revu mon père à la Libération, mais il n'a pas trop supporté. Il est mort à 53 ans. Tellement il avait souffert du froid dans les bois, quoi. Nous, on s'est cachés, c'était presque vers la Libération, donc on ne s'est pas cachés. On était dans un village chez une tante, donc on risquait rien. Mais on avait toujours peur qu'on parle, vous savez, les enfants, pour se sauver, ma foi, on parle. Hein. Et donc on ne voulait pas que les Allemands viennent chez moi et puis disent si c'est papa qui a fait ça. Donc on nous a cachés, quoi. Les Américains, ils ont fait comme partout, hein, ils donnaient des bonbons, ils donnaient du chocolat. On ramassait du chocolat, ils nous lançaient du chocolat, on ramassait des bonbons, des chewing-gums, parce que c'était ça. Hein. Oui, mais avant que les Américains arrivent, les Allemands étaient revenus. Alors qu'on pensait que c'était les Américains, c'était les Allemands qui étaient revenus. Alors là, une fois de plus, quand les Allemands sont arrivés là, ils ont continué à faire le massacre qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Et il n'y a que 3-4 jours après que les Américains sont arrivés. Donc c'est les Américains et les Anglais, je crois, qui sont arrivés chez nous. Donc là, c'était quand même une libération pour nous et puis pour tout le monde. Mais il n'y avait plus d'hommes. Tous les hommes étaient... Il y avait 158 déportés, rien que pour la ville de Charmes, dont 50 qui sont rentrés, mais dans un état vraiment, parce qu'ils n'ont pas dû... Et je crois qu'il y en a une dizaine seulement qui ont résisté l'an dernier. Et le dernier déporté, il est mort cette année, en 2024, avant que j'arrive là, il est mort cette année. Il avait 15 ans quand il est parti. Où ils nous ont sortis des caves, ils nous ont emmenés sur la place Henri Breton, c'était une place comme la place que vous avez là à Moissy. Et ils ont mis les fusils mitrailleurs pour nous tuer. Ils ont mis les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre, et puis ils nous ont laissés là, et ils voulaient nous tuer. Et il y a une personne qui était allemande, mais qui habitait notre pays, qui a demandé au colonel de dire ne tuez pas, tuez-moi, mais ne tuez pas tous ces gens-là. Alors, il a peut-être eu un peu pitié. Ils nous ont fait traverser le pont de Charmes qui traverse la Moselle et le canal. Ils nous ont emmenés dans un parc. Et avant de nous amener dans un parc, ils ont séparé les hommes des femmes. Ils ont tué 5 hommes devant nous. Des hommes qu'ils ont sûrement récupéré du maquis. Ils les ont tués là sur la place devant nous. Et ils nous ont amenés les femmes et les enfants. Ils nous ont amenés dans ce parc. Ils avaient mis du pétrole tout le long du mur. Il y avait un mur qui entourait ce parc pour nous brûler dans le parc. Et
pareil, et je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que moi, je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé, mais ils nous ont fait sortir du parc et ils nous ont dit, vous repartez dans la ville, mais la ville était en feu déjà. Donc, ils nous ont fait sortir du parc, ils nous ont mis sur le pont, il a dit, on vous fait sauter avec le pont. Et effectivement, quand on est passé, on voyait les Allemands qui mettaient leur tout pour faire sauter le pont. Et on a pu quand même partir. Ils n'ont pas fait sauter le pont tout de suite. Donc on a pu passer dans la ville en flammes. Et puis on a pu se sauver comme ça dans les champs. Et puis aller se retrouver dans un couvent qui a bien voulu nous héberger pour nous donner à manger. Et puis, mais on était 80 personnes, peut-être 100 personnes avec les enfants. On était tous là, perdus, quoi. Malheureusement, on a connu, bon, ça c'était triste, les femmes, ils ont coupé les cheveux des femmes sur la place publique à Moissy, là. Les femmes qui travaillaient chez les Allemands. Pas forcément collaborer, mais vulgairement coucher avec les Allemands. C'est pas les Américains qui coupaient les cheveux, c'était les gens du pays, c'était les gens de Moissy. Ils les connaissaient, hein, c'était des femmes de Moissy qui étaient mariées. Et leur mari était prisonnier, malheureusement, et puis elle travaillait. Il fallait qu'elles gagnent leur vie, mais bon, c'était la guerre, on ne peut pas trop... Moi, je ne critique pas trop, hein, parce que c'était la guerre, elle travaillait, et puis bon, il y avait le reste. La dame là, qui m'avait fait avoir la soupe par les Allemands, on lui a coupé les cheveux. Alors moi, je la connaissais très bien, elle était gentille, ça me faisait pleurer. Mais bon, autrement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, pour l'anecdote de cet officier allemand, il avait à plusieurs reprises essayé de nouer des relations avec mon grand-père. Ils avaient fait tous les deux la guerre de 14. Et il pensait que ça pouvait rapprocher. Mon grand-père y avait dit, écoutez, monsieur l'officier, quand vous quitterez Moissy-Cramayel définitivement, je vous serrerai la main, mais pas avant. Donc, ça s'est passé comme ça. Et quand ils sont partis, en août 1944, quelque chose comme ça, de Moissy-Cramayel, un peu avant la libération de Paris, les Allemands sont partis une nuit, et l'Allemand, là, a laissé une bouteille de champagne avec un petit mot devant la porte de mes grands-parents en disant « Je pars définitivement, nous n'aurons pas l'occasion de nous serrer la main ».